J'étais devant le réfrigérateur quand j'ai entendu le cri. Ne pense même pas à toucher à cette nourriture. La famille de mon mari vient dîner. Je me suis figé. Le bloc de cheddar était encore dans ma main. J'ai regardé en arrière et j'ai vu ma fille, Caroline, se tenir dans l'embrasure de la cuisine. Ses bras étaient croisés. Son regard était dur. Sa bouche était pressée en une ligne mince. Je ne la reconnaissais pas. J'avais rempli ce réfrigérateur quelques heures auparavant. J'avais dépensé près de 200 $ de mon propre argent. J'avais transporté les sacs lourds de la voiture à la cuisine à 69 ans, avec mes genoux qui craquent chaque fois que je monte les escaliers, avec mon dos qui me fait mal chaque matin quand je me lève. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Je l'ai juste regardée et j'ai attendu qu'elle s'explique, qu'elle me dise que c'était une blague, qu'elle rit et me serre dans ses bras comme elle le faisait quand elle était petite fille. Mais elle ne l'a pas fait. Si ma femme l'a dit, c'est comme ça. La voix est venue du couloir. C'était Julien, mon gendre, l'homme avec qui ma fille avait choisi de partager sa vie. Grand, toujours bien habillé, toujours avec ce sourire qui n'atteint jamais ses yeux. Il s'est approché et a posé sa main sur l'épaule de Caroline, un geste possessif comme marquant un territoire. Je tenais toujours le fromage. Maman, tu m'as entendu. J'ai besoin que tu ne touches à rien dans le réfrigérateur. Rien. Mes beaux-parents seront là dans 2 heures et je ne peux pas leur servir n'importe quoi. C'est important pour moi. Ses beaux-parents, la famille de son mari, plus important que moi, plus important que la femme qui lui a donné naissance, qui l'a nourrie quand elle était bébé, qui est restée minuit éveillée quand elle avait de la fièvre, qui a vendu ses propres bijoux pour payer ses études universitaires. Je comprends, chérie. Ce fut la seule chose que je dis, car quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Ce ne fut pas une rupture bruyante. Il n'y eut pas d'explosion ni de cri. Ce fut silencieux, comme quand une branche sèche se casse, un craquement presque imperceptible, mais définitif. J'ai remis le fromage dans le réfrigérateur. J'ai fermé la porte lentement. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et j'ai souri. J'ai souri parce qu'à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que ma fille ne me voyait plus comme sa mère. Elle me voyait comme un obstacle, comme quelqu'un qui gênait, comme quelqu'un dont il fallait se débarrasser. Et j'ai souri parce que j'ai décidé que s'ils allaient me traiter de cette façon, alors je prendrais aussi mes propres décisions. Je vais dans ma chambre. Profitez bien de votre dîner. J'ai marché vers les escaliers. Je sentais leurs yeux sur mon dos. Mais je ne me suis pas retourné. J'ai monté chaque marche le dos droit, la tête haute. Même si à l'intérieur tout tremblait, je suis arrivé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le bord du lit, le même lit où j'avais dormi avec mon mari Arthur pendant 30 ans. Où j'avais pleuré quand il est mort il y a 10 ans, où j'étais resté seul, complètement seul, jusqu'à ce que Caroline me convainque de venir vivre avec elle. C'est ta maison aussi, maman. Tu auras toujours une place avec nous. C'est ce qu'elle m'avait dit il y a 2 ans quand j'ai vendu ma petite maison pour l'aider avec l'acompte de celle-ci. Quand j'ai mis tout mon argent dans cette propriété qui était censée être pour nous deux, pour que la famille ait un endroit où être ensemble. Des mensonges. Tout n'était que mensonge. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. De là, je pouvais voir le jardin, les roses que j'avais plantées moi-même, le petit citronnier que j'avais planté en emménageant, les pots d'herbe que j'entretiens tous les matins. J'ai fait tout cela de mes mains, avec mes efforts. En bas, j'ai entendu des rires, de la musique, la sonnette. Les beaux-parents étaient arrivés. J'ai entendu Caroline les saluer avec cette voix douce qu'elle n'utilisait plus avec moi. J'ai entendu Julien leur offrir des boissons. J'ai entendu le tintement des assiettes, le cliquetis des verres, et j'étais à l'étage dans ma chambre comme une enfant punie, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Mais mon seul crime était d'avoir acheté la nourriture qu'ils savouraient maintenant. Je me suis assise sur ma chaise près de la fenêtre, celle que j'avais apportée de mon ancienne maison. Le seul meuble que Caroline m'ait permis de garder. Tout le reste, nous l'avions vendu ou donné parce que, selon elle, cette maison avait son propre style, et mes vieilles affaires ne correspondaient pas. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche. Je l'ai regardé un instant. J'ai pensé appeler ma sœur Ruth, lui raconter ce qui s'était passé, mais qu'allais-je dire? Que ma propre fille m'avait interdit de manger dans ma propre maison. Cela semblerait ridicule.
Cela semblerait que j'exagérais, que j'étais une vieille femme dramatique en quête d'attention. J'ai rangé le téléphone et je suis restée assise là, à regarder par la fenêtre le ciel s'obscurcir. Des heures ont passé. J'ai entendu le départ des beaux-parents. J'ai entendu Caroline et Julien monter dans leur chambre. J'ai entendu quand tout est devenu silencieux. Puis je suis descendu prudemment sans faire de bruit. La maison était sombre, à l'exception de la petite lumière au-dessus de la cuisinière. Je suis allé à la cuisine. J'ai vu la vaisselle sale empilée dans l'évier, les verres avec des traces de vin, les restes sur la table, ma nourriture, la nourriture que j'avais achetée, que j'avais payée, et dont je n'avais pas mangé une seule bouchée. J'ai ouvert le réfrigérateur. J'ai cherché quelque chose à manger, mais il était presque vide. Ils avaient presque tout mangé. Il n'y avait que quelques restes dans des récipients en plastique. J'en ai pris un. C'était du riz froid. Je l'ai mangé comme ça, debout devant le réfrigérateur ouvert. Avec la lumière éclairant mon visage fatigué, et en mangeant ce riz froid et réchauffé, j'ai compris autre chose. J'ai compris que ce n'était pas nouveau. Cela s'était produit petit à petit, si lentement que je ne l'avais pas remarqué. Comme la grenouille dans l'eau qui chauffe progressivement et qui ne saute pas parce qu'elle ne perçoit pas le danger avant qu'il ne soit trop tard. Les petites vexations, les commentaires, les regards, tout cela faisait partie d'un plan pour me pousser dans un coin, pour me faire sentir que je gênais, que j'étais un fardeau, que je devais être reconnaissante d'avoir juste un toit au-dessus de ma tête. Mais ce toit était aussi le mien. J'ai versé 50 000 $ pour l'acheter. Tout ce que j'avais économisé. Tout ce que mon mari et moi avions réuni pendant des années. Je l'ai donné à Caroline parce que je lui faisais confiance, parce qu'elle était ma fille, parce que je pensais qu'elle prendrait soin de moi comme j'avais pris soin d'elle. J'ai fermé le réfrigérateur. J'ai lavé le récipient vide. Je l'ai rangé. J'ai nettoyé toute trace de mon passage, comme un fantôme, comme quelqu'un qui n'a pas le droit d'exister dans sa propre maison. Je suis retourné dans ma chambre. Je me suis couché, mais je n'ai pas pu dormir. J'ai pensé toute la nuit, me remémorant, assemblant les pièces. Les 6 derniers mois avaient été étranges. Caroline me demandait de signer des papiers prétendument de la banque, des papiers de refinancement, des choses ennuyeuses que je ne comprenais pas vraiment. Et je signais parce que je faisais confiance, parce qu'elle était ma fille. Mais maintenant je me demandais ce que j'avais exactement signé. Quels étaient ces documents? Pourquoi Caroline était-elle toujours si pressée? Pourquoi ne pouvais-je jamais les lire attentivement? Je me suis levé avant l'aube. J'ai quitté ma chambre sans faire de bruit. Je suis descendu au salon. J'ai cherché dans le bureau où Caroline garde les papiers importants, mais il était fermé à clé. J'ai cherché la clé aux endroits évidents, mais je ne l'ai pas trouvée. Alors, je suis allé dans ma chambre et j'ai pris ma boîte de documents personnels. J'ai cherché l'acte de propriété original de la maison. Le document qui prouvait que j'avais mis mon argent ici. Que cette maison était aussi la mienne. Il n'était pas là. L'acte de propriété n'était pas là où je l'avais laissé. J'ai fouillé chaque papier dans chaque dossier. Rien. Il avait disparu. Et à ce moment-là, j'ai su. J'ai su avec une certitude totale. J'avais été volé. Ma propre fille m'avait volé. Pas seulement ma dignité, pas seulement ma paix, mais mon argent, mon avenir, ma sécurité. Je me suis assise sur le sol de ma chambre avec tous mes papiers éparpillés autour de moi. Et je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène parce que j'ai compris que pleurer ne me rendrait rien. Que crier ne ferait que me faire passer pour une vieille folle. Que personne ne me croirait si je commençais à faire des accusations sans preuve. Alors, j'ai décidé autre chose. J'ai décidé que j'allais être intelligente. J'allais enquêter. J'allais récupérer ce qui était à moi. Mais silencieusement, sans que personne ne s'en rende compte, sans les avertir que j'avais déjà découvert leur trahison, j'ai rangé tous mes papiers. Je me suis lavé le visage. Je me suis coiffé. Je me suis habillé comme n'importe quel autre jour. Et quand Caroline est descendue pour le petit déjeuner, j'étais déjà dans la cuisine en train de faire du café. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Tu as bien dormi? Oui, très bien. Merci. Elle a souri, un sourire parfait, comme si rien ne s'était passé,
comme si elle ne m'avait pas humilié la veille au soir, comme si elle ne m'avait pas tout volé. Et j'ai souri en retour parce que maintenant je savais comment jouer son propre jeu. Le jeu du silence, le jeu de la patience, le jeu d'attendre le moment exact pour agir. Je lui ai servi du café. J'ai préparé son petit déjeuner préféré. Je lui ai demandé ses projets pour la journée. J'ai agi comme la mère parfaite, comme la femme soumise qu'elle voulait que je sois. Mais à l'intérieur, je planifiais déjà. Je pensais déjà à chaque étape, à chaque mouvement, à la façon dont j'allais récupérer ma vie, ma maison, ma dignité. Parce que si j'ai appris quelque chose en 69 ans, c'est que la vengeance est un plat qui se mange froid, très froid. Et j'avais tout le temps du monde pour la préparer. Il y a des moments dans la vie où l'on se demande à quel instant exact tout a commencé à changer. À quel moment précis la personne que l'on aimait s'est transformée en quelqu'un qu'on ne reconnaît plus? Je me suis posé cette question de nombreuses fois les jours suivants. Et je suis toujours arrivé à la même conclusion. Tout avait commencé bien avant que je veuille l'admettre. Caroline est née quand j'avais 26 ans. Ce fut une grossesse difficile. Je suis resté alité pendant les 4 derniers mois. Mon mari Arthur a fait des doubles postes à l'usine pour compenser mes salaires perdus. Nous étions jeunes. Nous avions des rêves. Nous avions des projets. Et quand elle est née, tout a semblé prendre sens. C'était un beau bébé avec de grands yeux noirs et un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Je m'occupais d'elle comme si elle était faite de verre. Je la nourrissais. Je la baignais. Je lui chantais les berceuses que ma mère m'avait apprises. Arthur l'adorait. Il rentrait fatigué du travail, mais trouvait toujours l'énergie de jouer avec elle, de la faire rire. Je me souviens de ses premiers pas. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle s'est tenue au bord du canapé et s'est poussée en avant. Elle a fait 3 pas chancelants avant de tomber sur ses fesses. Mais elle l'avait fait, et j'ai pleuré de bonheur. J'ai appelé Arthur au travail pour lui dire. Il est parti plus tôt ce jour-là juste pour la revoir marcher. Nous étions heureux. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Nous vivions dans un petit appartement de 2 chambres. Les meubles étaient vieux. Le tapis était usé, mais c'était notre maison, et c'était suffisant. Quand Caroline a eu 5 ans, elle a commencé la maternelle. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans une boulangerie pour aider avec les dépenses. Arthur était toujours à l'usine. Nous travaillions dur. Nous économisions ce que nous pouvions. Nous rêvions d'acheter une maison un jour, de donner à Caroline tout ce que nous n'avions jamais eu. C'était une bonne élève. Elle rapportait de bonnes notes. Elle jouait dans les pièces de théâtre de l'école. Elle avait des amis. C'était une enfant normale et heureuse. Du moins, c'est ce que je pensais. Car maintenant, avec le recul, je vois des choses que je ne voyais pas alors. Des petits détails que j'ai ignorés parce que je ne voulais pas voir de problème là où je croyais qu'il n'y en avait pas. Comme quand elle avait 8 ans et que je lui ai demandé de partager ses jouets avec la fille de notre voisine. Elle a refusé. Elle a mis tous ses jouets dans sa chambre et a fermé la porte à clé. J'ai pensé que c'était juste une phase que tous les enfants traversent, des phases égoïstes. Je lui ai parlé. Je lui ai expliqué l'importance du partage. Elle a hoché la tête, mais elle n'a jamais partagé ses affaires. Ou comme quand elle avait 12 ans et qu'elle a trouvé $100 que j'avais cachés dans un tiroir pour les urgences. Elle a demandé si elle pouvait acheter une robe qu'elle avait vue au magasin. Je lui ai dit non. Cet argent était pour quelque chose d'important. Elle s'est mise en colère. Elle ne m'a pas parlé pendant 3 jours. Et quand elle m'a finalement reparlé, c'était comme si rien ne s'était passé. Mais l'argent avait disparu. Je ne l'ai jamais retrouvé et elle n'en a jamais parlé. J'aurais dû le voir alors. J'aurais dû faire plus attention. Mais j'étais si occupé à travailler, si fatigué à la fin de la journée. Si concentré sur la survie que j'ai manqué les signes. Arthur est mort quand Caroline avait 19 ans. Une crise cardiaque massive alors qu'il était au travail. Il s'est effondré au milieu de son poste. Au moment où il est arrivé à l'hôpital, il était trop tard. J'ai reçu l'appel à 15 heures. Ma vie s'est divisée en 2 ce jour-là. Un avant et un après. Un monde avec Arthur et un monde sans lui. Caroline n'a pas pleuré aux funérailles. Cela m'a surprise. Elle était sérieuse, calme,
mais ses yeux étaient secs, pas de larmes. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle a dit oui. Qu'elle était juste en train de tout digérer, qu'elle pleurerait plus tard, mais je ne l'ai jamais vue pleurer pour son père. Les années suivantes ont été difficiles. L'assurance vie d'Arthur était modeste, juste assez pour payer les funérailles et laisser un peu d'économie. J'ai continué à travailler à la boulangerie, mais maintenant je nettoyais aussi des maisons les week-ends. J'avais besoin d'argent pour l'université de Caroline. Elle voulait obtenir un diplôme en commerce. C'était une matière chère, mais j'étais prête à faire tout ce qu'il fallait. J'ai vendu les outils d'Arthur. J'ai vendu sa voiture. J'ai vendu quelques bijoux que j'avais mis de côté. Tout cela pour payer ses frais de scolarité, pour lui acheter ses livres, pour lui donner de l'argent pour le transport et la nourriture. Je mangeais moins. Je portais les mêmes vêtements pendant des années. Je n'achetais rien d'inutile pour moi-même. Tout était pour elle. Tout. Pendant l'université, Caroline ne rentrait à la maison que quand elle avait besoin d'argent. Elle appelait, disait qu'elle avait des dépenses imprévues, qu'elle devait payer pour un projet, qu'il y avait des frais spéciaux, et je lui donnais ce qu'elle demandait sans poser de questions, sans douter parce que c'était ma fille, parce que je pensais investir dans son avenir. Elle a obtenu son diplôme avec mention. J'étais à la cérémonie, fier, ému, pleurant de bonheur. Cela en avait valu la peine. Tous les sacrifices en avaient valu la peine. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle a rapidement trouvé un emploi, une grande entreprise, un bon salaire. Elle m'a dit que maintenant elle allait prendre soin de moi, que c'était à son tour de s'occuper de moi, que tout ce que j'avais fait pour elle, elle le rembourserait maintenant, multiplié. Et je l'ai cru parce que je voulais la croire. Parce que j'avais besoin de croire que mon sacrifice avait signifié quelque chose. Mais les mois passèrent et rien ne changea. Elle continuait à demander de l'argent, pour un cours de certification, pour un voyage de travail, pour des vêtements professionnels. Et je continuais à donner parce que c'était ce que j'étais. C'était ce que j'avais toujours été. Celle qui donne, celle qui se sacrifie, celle qui fait passer tout le monde avant elle-même. Elle a rencontré Julien au travail. Elle me l'a présenté 6 mois après qu'ils aient commencé à sortir ensemble. Il était poli, bien habillé. Il venait d'une famille aisée. Il travaillait dans la même entreprise qu'elle. Il semblait être un homme bon, et j'étais heureuse pour elle. Je pensais qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la rendrait heureuse. Ils se sont mariés l'année suivante, un grand mariage dans une salle de bal élégante avec plus de 200 invités. J'ai payé ma part, $15 000 que j'ai retiré de mes économies. Caroline a dit que c'était le moins que je puisse faire. Que la famille du marié payait beaucoup plus. Qu'elle ne pouvait pas mal paraître et j'ai payé même si ces $15 000 représentaient des années de travail, des années de sacrifice. Au mariage, elle m'a à peine vu. Elle était occupée avec ses beaux-parents, avec les invités importants. Avec moi, elle a à peine échangé 2 mots. Elle m'a présenté comme sa mère et est passée à autre chose comme si j'étais juste une exigence, une obligation, quelque chose à cocher sur une liste. Les premiers mois de mariage, ils vivaient dans un petit appartement. Je leur rendais visite les dimanches. J'apportais de la nourriture. Je nettoyais un peu. J'aidais du mieux que je pouvais, mais j'avais toujours l'impression de gêner, d'être une intrusion, qu'ils auraient préféré que je ne vienne pas. Puis ils ont commencé à parler d'acheter une maison. Julien voulait quelque chose de plus grand, quelque chose dans un meilleur quartier, mais ils n'avaient pas assez d'argent pour la compte. Ils avaient besoin de $50 000. Et ils m'ont regardé. « Maman, tu as des économies, n'est-ce pas? Pourrais-tu nous prêter l'argent pour la maison? Nous te rembourserons petit à petit avec des intérêts si tu veux. Et en plus, tu pourrais vivre avec nous. Tu n'aurais plus à être seul. Ce serait parfait. Une famille à nouveau. » C'est ce que Caroline m'a dit. Et je voulais la croire. Je voulais croire qu'elle m'incluait dans sa vie, qu'elle me donnait une place chez elle, qu'elle me valorisait enfin. J'ai vendu ma maison, la petite maison qu'Arthur et moi avions achetée après des années d'économie. La maison où nous avions élevé Caroline, où nous étions heureux. Je l'ai vendue et je lui ai donné tout l'argent, les $50 000 au complet. Elle a promis de mettre mon nom sur l'acte. Elle a promis que la maison serait pour nous deux. Que j'aurais ma propre chambre, mon propre espace, que je serais toujours la bienvenue.
Et j'ai signé tout ce qu'ils m'ont présenté parce que je faisais confiance, parce que c'était ma fille. Mais maintenant je comprends que ce fut ma perte. Le moment exact où j'ai tout perdu, où j'ai cessé d'être la propriétaire de ma propre vie, où je suis devenu une invitée indésirable dans ce qui aurait dû être ma propre maison. Les premiers mois dans la nouvelle maison furent tolérables. Caroline gardait encore les apparences. Elle me saluait le matin. Elle m'incluait dans certaines conversations. Elle me laissait cuisiner et participer aux décisions ménagères. Mais il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Une tension invisible qui planait dans l'air chaque fois que j'entrais dans une pièce. Julien travaillait tard. Il rentrait fatigué et s'enfermait dans son bureau. Caroline passait des heures sur son téléphone. Je m'occupais à nettoyer, cuisiner, entretenir le jardin, essayant d'être utile, essayant de justifier ma présence dans cette maison qui était aussi la mienne, bien que je la sentais de moins en moins mienne chaque jour. Un jour, j'ai trouvé des papiers sur la table de la salle à manger. C'étaient des documents bancaires. Je les ai vus par hasard alors que je nettoyais. Ce n'était pas mon intention de lire quoi que ce soit de privé, mais mon nom est apparu sur l'une des pages, et cela a attiré mon attention. C'était un document concernant le prêt hypothécaire de la maison. Je l'ai lu rapidement, essayant de comprendre. Il y avait des chiffres, des termes juridiques que je ne saisissais pas tout à fait. Mais une chose était claire. Mon nom n'était pas sur l'acte de propriété en tant que propriétaire. Il n'apparaissait qu'à titre de référence. Comme quelqu'un qui avait contribué de l'argent, mais pas comme propriétaire. J'ai senti quelque chose de froid me traverser le corps. J'ai ramassé le papier d'une main tremblante. Je l'ai relu plus lentement, essayant de trouver mon nom dans la liste des propriétaires, mais il n'y était pas. Seulement Caroline Herrera et Julien Reyes. Personne d'autre. J'ai entendu des pas dans les escaliers. J'ai rapidement remis le papier à sa place et j'ai continué à nettoyer. Caroline est entrée dans le salon. Elle m'a regardé avec cette expression qu'elle avait commencé à utiliser avec moi, ce mélange d'agacement et de supériorité. « Qu'est-ce que tu fais, maman ?»« Juste le ménage, chérie. Juste le ménage. » Elle a pris les papiers de la table et est partie sans un mot de plus. Je suis resté là, debout, le chiffon de nettoyage à la main, le cœur battant à tout rompre avec 1000 questions en tête. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de repenser à ce que j'avais vu. Peut-être avais-je mal compris. Peut-être mon nom figurait-il sur d'autres documents, sur l'acte de propriété original. Caroline avait promis de m'inclure, que la maison serait pour nous deux. Elle ne me mentirait pas. Elle ne pouvait pas me mentir. Mais la graine du doute était plantée. Et comme une mauvaise herbe, elle a commencé à grandir, à se répandre, à empoisonner chaque pensée. Les jours suivants, j'ai commencé à faire plus attention, à remarquer des choses que j'avais négligées auparavant, comme les fois où Caroline me demandait de signer des papiers sans me laisser les lire correctement. Elle disait que c'était juste des formalités bancaires, des renouvellements, des choses ennuyeuses qui ne valaient pas la peine d'être examinées, et je signais en toute confiance parce que c'était ma fille. Mais maintenant, ces signatures me hantaient. Que avais-je exactement signé? Quels étaient ces documents? Pourquoi y avait-il toujours une telle précipitation? Pourquoi ne pouvais-je pas prendre mon temps pour lire? Un après-midi, alors que Caroline était au travail, j'ai fouillé le bureau du salon. J'avais besoin de trouver l'acte de propriété de la maison. J'avais besoin de voir mon nom dessus. J'avais besoin de confirmer que tout allait bien, que j'étais juste paranoïaque, mais le bureau était fermé à clé. J'ai cherché la clé aux endroits évidents. Dans le tiroir de la cuisine, sur l'étagère, sur la tablette de l'entrée. Rien. La clé n'était nulle part. J'ai essayé de forcer la serrure avec un trombone, avec une épingle à cheveux, mais cela n'a pas fonctionné. Le bureau est resté fermé, gardant ses secrets, les protégeant de moi. Puis je me suis souvenu que j'avais ma propre copie de documents. Quand j'ai vendu ma maison, j'ai tout gardé dans une boîte spéciale. Papiers importants, mon certificat de mariage avec Arthur, son certificat de décès, les reçus de paiement, et soi-disant l'acte de propriété de cette maison, la preuve que j'y avais mis mon argent. Je suis monté dans ma chambre. J'ai sorti la boîte de sous mon lit. Je l'ai ouverte d'une main tremblante. J'ai cherché parmi tous les papiers. J'ai vérifié chaque document, chaque dossier, chaque enveloppe.
l'acte de propriété n'était pas là. Il n'était tout simplement pas là où je l'avais laissé. À sa place se trouvait un reçu, une confirmation que j'avais transféré 50 000 $ sur le compte de Caroline, mais rien d'autre. Aucun document prouvant ma propriété de la maison. Je me suis assise par terre avec tous les papiers éparpillés autour de moi, essayant de me rappeler quand j'avais vu cet acte pour la dernière fois. Où l'avais-je mis? Qui d'autre avait accès à ma chambre? Et puis j'ai compris. Caroline avait une clé de ma chambre. Je la lui avais donnée moi-même pour qu'elle puisse entrer nettoyer quand je n'étais pas là, pour qu'elle puisse utiliser la salle de bain si la sienne était occupée. Je n'aurais jamais pensé qu'elle l'utiliserait pour me voler. Mais maintenant c'était évident, elle était entrée. Elle avait fouillé mes affaires. Elle avait pris le seul document qui me protégeait et elle l'avait détruit ou caché ou quoi que ce soit d'autre qu'elle ait fait avec. J'ai remis tous les papiers dans la boîte. Je les refermais. Je les cachais dans un endroit différent, au fond de mon placard, derrière de vieilles boîtes où personne ne penserait à regarder. Cette nuit-là, Caroline est rentrée tard du travail. Elle portait un sac d'un magasin cher, de nouveaux vêtements, des chaussures, des choses qui coûtaient des centaines de $. Je l'ai regardée déballer tout dans sa chambre, arracher les étiquettes, essayer des choses devant le miroir, heureuse, insouciante, et j'ai pensé à mes 50 000 $. À comment cet argent représentait des années de ma vie, des années de travail, de sacrifices, de se lever tôt et de se coucher tard, de manger peu pour économiser plus, de ne rien acheter pour moi-même, de vivre avec le strict minimum. Tout pour avoir de la sécurité, pour avoir quelque chose à moi, pour ne pas être un fardeau pour qui que ce soit. Et maintenant cet argent payait ses vêtements chers, sa vie confortable, sa grande maison, alors que je n'avais rien, juste une chambre qu'il pouvait me retirer quand il voulait, juste une place à une table où j'étais de moins en moins la bienvenue. Je suis descendu à la cuisine pour me faire du thé. J'avais besoin de calmer mes nerfs. J'avais besoin de penser clairement. J'ai mis de l'eau à chauffer. J'ai sorti ma tasse préférée, celle que j'avais apportée de mon ancienne maison, une simple tasse en céramique blanche avec des fleurs peintes à la main. Arthur me l'avait donnée pour notre premier anniversaire. J'attendais que l'eau bouille quand Julien est entré dans la cuisine. Il m'a regardé de cette façon qu'il avait commencé à avoir, comme si j'étais un obstacle, comme si ma seule présence le dérangeait. « Éléanore, j'ai besoin de te parler. » Je me suis tourné vers lui. J'ai attendu qu'il continue. Caroline et moi avons réfléchi, cette maison est très chère à entretenir. Les services publics, les impôts fonciers, tout augmente. Eh bien, tu vis ici, mais tu ne contribues à rien. Tu manges notre nourriture, tu utilises notre électricité, notre eau, tout cela sort de notre poche. Ces mots m'ont frappé comme des seaux d'eau froide. Moi qui venais de remplir le réfrigérateur avec 200 $. Moi qui nettoyais toute la maison, qui cuisinais, qui entretenait le jardin, qui faisait tout ce que je pouvais pour ne pas être un fardeau. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Je l'ai juste regardé, attendant qu'il finisse. Alors, nous pensons qu'il serait juste que tu paies quelque chose. Un loyer mensuel, pas grand-chose, juste 500 $ pour aider avec les dépenses. C'est vraiment le minimum. N'importe quelle chambre dans ce quartier coûte le double. 500 $ pour vivre dans la maison que j'avais aidé à acheter. Dans la maison où j'avais mis tout mon argent. Dans la maison qui était soi-disant aussi la mienne. Bien sûr, Julien. J'y penserai. Il n'y a pas grand-chose à penser, Éléanore. Ça commence le mois prochain. Caroline te donnera les détails. Il s'est versé un verre d'eau, l'a bu lentement, me regardant comme s'il attendait que je dise quelque chose, que je proteste, que je refuse. Mais je suis restée silencieuse, immobile, ma tasse vide à la main. Quand il est parti, j'ai éteint la cuisinière. Je ne voulais plus de thé. Je ne voulais plus rien. Je voulais juste aller dans ma chambre, m'y enfermer pour digérer tout ce qui se passait. J'ai monté les escaliers. Chaque pas me semblait plus lourd que le précédent. Je suis entré dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis assise sur mon lit. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé les larmes venir. J'ai pleuré en silence, le visage dans les mains, mon corps tremblant. J'ai pleuré pour ma naïveté, pour ma stupidité, pour avoir tant fait confiance. Pour avoir tout donné sans me protéger, pour avoir cru que l'amour d'une mère suffisait. Mais après un moment, les larmes ont séché.
et autre chose a pris leur place. Quelque chose de froid, quelque chose de dur, quelque chose que je ne savais pas avoir en moi. La rage, mais pas la rage brûlante qui fait crier, la rage froide qui fait réfléchir, la rage qui planifie, qui attend, qui agit au moment précis. Je me suis levé. Je me suis lavé le visage. Je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu une femme de 69 ans, fatiguée, ridée, aux cheveux gris, mais avec les yeux grands ouverts, avec détermination. Je n'allais pas rester les bras croisés. Je n'allais pas les laisser me voler comme ça. Je n'allais pas les laisser me traiter comme des ordures. J'avais trop donné. J'avais trop sacrifié. Et maintenant, il était temps de récupérer ce qui était à moi. Les jours suivants furent étranges. Je continuais à faire tout comme d'habitude. Je me levais tôt. Je préparais le petit déjeuner. Je nettoyais la maison. J'entretenais le jardin. Mais quelque chose en moi avait changé. Je ne le faisais plus avec amour. Je le faisais avec stratégie. Chaque mouvement était calculé. Chaque mot mesuré. Chaque sourire faux. Caroline n'a rien remarqué. Ou peut-être qu'elle s'en fichait. Elle continuait sa vie, avec son travail, ses sorties, ses achats. Elle me traitait comme un meuble, quelque chose qui était là mais qui ne méritait aucune attention. Et je la laissais penser cela parce que cela m'arrangeait, parce que j'avais besoin qu'ils baissent leur garde. J'ai commencé à tout observer plus attentivement. Leurs horaires, leurs routines, quand partaient-ils? Quand revenaient-ils? Où gardaient-ils les choses importantes? Quelle conversation avaient-ils quand ils pensaient que je n'écoutais pas? Un matin, alors que je nettoyais le salon, j'ai trouvé le téléphone de Caroline sur le canapé. Elle l'avait oublié en partant au travail à la hâte. Je l'ai regardé un instant. Je connaissais son mot de passe. Je l'avais vu le taper des centaines de fois. 4 chiffres simples. Leur date de mariage. J'ai pris le téléphone. Je l'ai déverrouillé. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair. Je suis allé dans ses messages. J'ai cherché des conversations avec Julien, avec ses amis, avec ses beaux-parents. J'ai lu rapidement, prenant des notes mentales de tout. Il y avait un chat avec son amie Samantha. Des messages récents. Je les ai lus le cœur battant. J'ai presque fini de retirer ma mère de l'acte de propriété. L'avocat dit que tout sera finalisé dans 2 semaines. Enfin, je pourrai vendre cette maison et en acheter une meilleure sans qu'elle puisse rien réclamer. Les mots m'ont frappé comme des coups de poing. J'ai relu le message encore et encore et encore, essayant de digérer ce que je voyais. Elle ne m'avait pas seulement retiré de l'acte. Elle prévoyait de vendre la maison. La maison que j'avais aidé à acheter et en acheter une autre où je n'aurais aucun droit. J'ai continué à lire. Il y avait d'autres messages datant de plusieurs semaines. Ma mère est si naïve. Elle signe tout ce que je lui mets sous le nez. Elle ne lit même pas. Maintenant, juste un document de plus et c'est tout. Problème résolu. Problème. J'étais un problème pour elle. Sa propre mère, la femme qui lui avait donné naissance, qui l'avait élevée, qui avait sacrifié toute sa vie pour elle. J'étais juste un problème à résoudre. J'ai pris des photos de tous les messages avec mon propre téléphone. Mes mains tremblaient tellement que certaines étaient floues, mais j'en ai pris plusieurs de chaque. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de tout documenter. Il y avait un autre chat avec quelqu'un nommé Maxwell Price, un nom que je ne reconnaissais pas. J'ai ouvert la conversation. Madame Reyes, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, nous avons traité les documents que vous avez apportés. Votre mère a signé la renonciation au droit de propriété. Tout est en ordre. Nous avons juste besoin qu'elle signe un dernier papier et le processus sera terminé. Vous pouvez passer au bureau quand vous le souhaitez. Un avocat. Elle était allée voir un avocat. Elle avait fabriqué des documents. Elle m'avait fait signer ma propre condamnation. Et je ne le savais même pas. J'ai noté le nom de l'avocat, son numéro de téléphone, l'adresse de son bureau qui apparaissait dans le chat, tout, chaque détail, chaque mot. J'ai continué à vérifier. Il y avait des photos, des documents scannés, des copies de papier que j'avais signés sans lire, des contrats, des renonciations, des cessions de droits, tout là sur son téléphone, comme des trophées de sa trahison.
J'ai pris des photos de tout. Une par une, en m'assurant qu'elles étaient claires, que chaque mot était lisible, c'était de l'or. C'était ce dont j'avais besoin pour prouver ce qu'il m'avait fait. J'ai entendu une voiture dans l'allée. Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé par la fenêtre. C'était le voisin. J'ai continué à vérifier le téléphone. J'avais peu de temps. Je ne savais pas quand Caroline reviendrait. J'ai trouvé un dossier appelé E-Document Maman. Je l'ai ouvert. Il y avait des copies de ma pièce d'identité, mon acte de naissance, l'acte de propriété de mon ancienne maison. Les reçus du transfert d'argent. Tout ce dont ils avaient besoin pour me voler était là, organisé, classé, comme un dossier d'affaires criminelles. Et puis j'ai vu autre chose. Un document récent, une annonce pour une nouvelle maison dans un autre quartier, plus grande, plus chère, datée de la semaine dernière. Ils cherchaient déjà un nouvel endroit où déménager. Ils prévoyaient déjà de me laisser à la rue. J'ai pris des photos de tout. Puis j'ai effacé l'historique des appels et des messages pour qu'elle ne sache pas que j'avais été sur son téléphone. Je l'ai laissé exactement là où je l'avais trouvé, au même angle, dans la même position. Je suis monté dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le lit. J'ai connecté mon téléphone à mon vieil ordinateur, celui que j'avais apporté de mon ancienne maison. J'ai transféré toutes les photos. Je les ai enregistrées dans un dossier caché. J'en ai fait des copies sur une clé USB que j'avais rangée. Je ne pouvais pas risquer de perdre ces preuves. Pendant que je transférais les fichiers, j'ai pensé à tout ce que j'avais vu. À la façon dont ma propre fille avait planifié ma destruction avec une telle froideur, avec une telle précision, comme si j'étais juste un obstacle sur son chemin, quelque chose qui devait être éliminé pour qu'elle puisse avancer. J'ai fini de tout enregistrer. J'ai caché la clé USB dans un endroit sûr, à l'intérieur d'une boîte de tampons dans ma salle de bain. Personne ne regarderait là, surtout pas Julien. Je suis descendu à la cuisine. J'ai mis de l'eau à chauffer. J'ai fait du thé. Mes mains ne tremblaient plus. Mon esprit était étrangement calme. Maintenant, je savais exactement à quoi j'étais confronté. Je savais à quel point la trahison était profonde. Et cela me donnait du pouvoir, parce que la connaissance est le pouvoir. Et maintenant, j'avais les deux. Cet après-midi-là, quand Caroline est rentrée du travail, elle était agitée. Elle cherchait quelque chose désespérément. « Maman, as-tu vu mon téléphone ? » ?»« Non, chérie, où l'as-tu laissé ? » ?»« Je ne sais pas. Je l'avais ce matin, mais je ne le trouve plus. Je l'ai aidé à chercher. Nous avons vérifié le salon, la cuisine, sa chambre. J'ai agi avec inquiétude, de soutien, comme la mère parfaite qu'elle pensait que j'étais encore. Le voilà. Il était entre les coussins du canapé. Elle l'a attrapé avec soulagement. Elle a rapidement vérifié ses messages, ses appels. Tout semblait en ordre. Elle ne se doutait de rien. Pourquoi l'aurait-elle fait ? J'étais juste sa mère naïve, la vieille femme stupide qui signait tout ce qu'on lui mettait sous le nez. Merci, maman. De rien, chérie. Elle est allée dans sa chambre. Je suis resté dans le salon, regardant par la fenêtre, voyant le ciel s'obscurcir, mais je ne me sentais plus perdu. Je ne me sentais plus victime. Maintenant, je savais exactement quoi faire. J'ai passé les jours suivants à faire des recherches. J'ai cherché l'avocat, Maxwell Price, sur Internet. J'ai trouvé son site web. Son bureau était à une demi-heure de route. J'ai lu sur les services qu'il offrait, immobilier, héritage, contrat, exactement ce dont Caroline avait besoin pour me voler. J'ai également cherché des informations sur mes droits, sur ce que je pouvais faire si quelqu'un m'avait fait signer des documents sous de faux prétextes. J'ai lu des articles juridiques, des forums, des témoignages d'autres personnes ayant traversé des situations similaires. J'ai pris des notes. J'ai enregistré des liens. Je me suis préparé. Un après-midi, alors que Caroline et Julien étaient au travail, je suis allé à la banque, la même banque où nous avions obtenu l'hypothèque pour la maison. J'ai demandé à parler à un représentant. Une jeune femme, d'environ 30 ans, m'a aidé. Elle avait un sourire professionnel. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider ? J'ai besoin d'informations sur une propriété. Je suis copropriétaire,
mais je n'ai pas de copie des documents. Je veux savoir comment je peux les obtenir. Elle a demandé ma carte d'identité. Je la lui ai donnée. Elle a tapé quelque chose sur son ordinateur. Elle a froncé les sourcils. Madame Herrera, selon nos registres, vous n'êtes pas répertoriée comme propriétaire d'une propriété. C'est impossible. J'ai versé 50 000 $ pour l'acompte d'une maison. J'ai le reçu de virement. Je lui ai montré le reçu que j'avais conservé. Elle l'a regardé. Elle a tapé plus sur son ordinateur. Je vois le virement ici, mais il a été fait au nom de Caroline Herrera, et non dans le cadre d'un accord de copropriété. C'était un don, une donation. Par conséquent, vous n'avez aucun droit sur la propriété. Ces mots ont confirmé mes pires soupçons. Il m'avait trompé dès le début. Il n'y avait jamais eu l'intention de me mettre sur l'acte de propriété. C'était un plan pour prendre mon argent. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Vous devriez consulter un avocat, madame. Nous ne gérons que l'aspect financier, mais si vous avez signé des documents renonçant à vos droits, il sera difficile de récupérer quoi que ce soit. Je l'ai remercié. J'ai quitté la banque. J'ai marché jusqu'à un banc dans un parc voisin. Je me suis assise. J'ai pris une profonde inspiration. L'air froid a rempli mes poumons. Cela a éclairci mon esprit. Maintenant, je savais 3 choses avec certitude. Premièrement, j'avais été légalement volé. Deuxièmement, j'avais la preuve de la conspiration. Troisièmement, j'avais besoin d'un avocat, un qui n'était pas du côté de Caroline. J'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché des avocats spécialisés dans la fraude familiale. J'en ai trouvé plusieurs. J'ai lu les avis. J'ai comparé les prix. J'ai noté les numéros. J'appellerai le lendemain parce que je n'étais plus seul dans cette affaire. Maintenant, j'avais des informations. J'avais des preuves. J'avais un plan. Je suis rentré lentement à la maison, pensant à chaque étape, à chaque mouvement. Caroline et Julien n'étaient pas encore rentrés. La maison était vide, silencieuse, comme une scène attendant que la pièce commence. Et j'étais prête à agir, prête à récupérer ce qui était à moi, prête à leur apprendre qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise personne. Le lendemain, j'ai attendu que Caroline et Julien partent au travail. Je me suis habillé avec soin. J'ai choisi mes meilleurs vêtements, une robe simple mais présentable. J'ai peigné mes cheveux. J'ai mis un peu de maquillage. Je voulais avoir l'air respectable, digne de confiance, comme quelqu'un qui devrait être cru. J'ai pris mon sac à main. J'ai emballé toutes les preuves que j'avais recueillies, les photos imprimées, les reçus, la clé USB avec toutes les informations du téléphone de Caroline. Tout organisé dans un dossier. J'ai quitté la maison et j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus. Le trajet jusqu'au centre-ville a duré 40 minutes. J'ai regardé par la fenêtre tout le long du chemin, observant les rues défiler, les bâtiments, les gens affairés à leur vie, et j'ai pensé à comment ma vie en était arrivée là, comment j'étais passé de propriétaire de ma propre maison à mendier la justice. Le cabinet d'avocat que j'avais trouvé se trouvait dans un vieil immeuble. J'ai monté les escaliers jusqu'au 3e étage. Mes genoux protestaient à chaque pas, mais j'ai continué car c'était important. Car c'était mon avenir. J'ai frappé à la porte. Une secrétaire m'a accueilli. J'ai expliqué que j'avais besoin d'une consultation juridique urgente. Elle m'a fait attendre dans une petite pièce. Il y avait de vieux magazines sur une table, des tableaux bon marché sur les murs, mais l'endroit avait l'air propre, organisé, professionnel. Après 20 minutes, ils m'ont appelé. Je suis entré dans un bureau où un homme d'environ 50 ans m'attendait. Cheveux grisonnants, lunettes, un costume simple. Il m'a fait signe de m'asseoir. Madame Herrera, je suis Grégoriet. Dites-moi ce qui vous amène ici. Et je lui ai tout raconté depuis le début. Comment j'avais vendu ma maison. Comment j'avais donné les 50 000 $. Comment ils avaient promis de me mettre sur l'acte de propriété. Comment ils m'avaient fait signer des papiers sans les lire. Comment j'avais découvert la trahison. Pendant que je parlais, j'ai sorti tous les documents, les photos, les preuves. Il a écouté en silence, prenant des notes, examinant chaque papier que je lui montrais. Son expression était sérieuse, concentrée. Il ne m'a pas interrompu une seule fois.
Il m'a laissé déverser tout ce que j'avais retenu. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Il a continué à examiner les documents, en particulier les photos des messages de Caroline. Il les a lus plusieurs fois. Puis il m'a regardé. Madame Herrera, c'est de la fraude. Abus de confiance, possiblement falsification de documents. Votre fille et votre gendre pourraient faire face à de graves accusations criminelles. Je veux juste récupérer mon argent ou mes droits sur la maison. Tout ce qui est juste. Je comprends. Mais je dois être honnête avec vous. Ce sera difficile. Vous avez signé des documents renonçant à vos droits. Même si vous l'avez fait sans comprendre pleinement ce que vous signez, le fait est que votre signature est là. Cela complique les choses. Mais j'ai des preuves qu'ils m'ont trompé. Les messages, les conversations, tout est là. Oui. Et c'est bien. Très bien. Cela montre une intention de frauder, une préméditation. Cela nous aide. Nous pouvons intenter une action en justice pour fraude et nullité des documents. Mais je dois vous faire comprendre que cela peut prendre du temps, des mois, peut-être un an ou plus. Mes espoirs ont un peu diminué. Un an. Pourrais-je survivre une autre année dans cette maison? Endurer le mépris, l'humiliation, payer un loyer pour quelque chose qui devrait être à moi. Combien cela va-t-il coûter? Mes honoraires sont de $400 de l'heure. Pour une affaire comme celle-ci, nous parlons d'environ $20 000 au total, peut-être plus selon la complexité. $20 000. Je ne les avais pas. J'avais à peine $5 000 d'économie, le reste de ce qu'il me restait d'une vie de travail. Il a dû voir mon expression, car il a ajouté, « Je peux faire quelque chose pour vous, Madame Herrera. Je peux travailler avec une avance de $5 000, et le reste sera réglé lorsque nous gagnerons l'affaire, lorsque vous récupérerez votre argent. Mais je dois être clair. Si nous perdons, vous devrez toujours payer mes honoraires complets. » C'était un risque. Mais quel choix avais-je? Rester silencieuse et tout perdre ou me battre et peut-être récupérer quelque chose? J'accepte. Que dois-je faire? D'abord, je dois vous faire signer un contrat avec moi. Ensuite, nous allons demander des copies de tous les documents relatifs à la propriété au bureau des registres publics. Nous demanderons des copies certifiées de tout ce que votre fille a soumis, et nous préparons une plainte formelle. Combien de temps cela prend-il? Environ un mois pour tout rassembler. Ensuite, nous déposons la plainte. Votre fille et votre gendre seront notifiés. Ils devront répondre. C'est là que les choses deviendront intéressantes. Ils sauront que c'était moi. Ils sauront que je les ai poursuivis en justice. Oui, il n'y a pas d'autre moyen. Mais Madame Herrera, vous avez le droit de vous défendre, de vous battre pour ce qui est à vous. Ne laissez pas la peur vous arrêter maintenant. Il avait raison. J'étais déjà allé si loin. J'avais déjà découvert la vérité. J'avais les preuves. Je ne pouvais plus reculer maintenant. J'ai signé le contrat. Je lui ai donné un chèque de $5 000, presque tout ce que j'avais à la banque. Il m'a donné une copie de tout. Il m'a expliqué les prochaines étapes. Il m'a dit qu'il me tiendrait informé de chaque développement. J'ai quitté son bureau avec un sentiment étrange. Effrayé, mais aussi soulagé. J'avais enfin fait quelque chose. J'avais enfin agi. Je n'étais plus seulement une victime attendant que les choses s'améliorent. Maintenant, j'étais une combattante. J'ai fait le trajet de retour à la maison en silence, pensant à ce qui allait arriver, à la façon dont il réagirait en recevant la plainte, à ce qu'il dirait, à ce qu'il ferait. Je suis rentré avant eux. J'ai changé de vêtements. J'ai mis tous mes documents dans leur cachette secrète. J'ai commencé à préparer le dîner comme si rien ne s'était passé, comme si c'était une journée normale. Quand ils sont arrivés, je les ai salués comme toujours. Caroline m'a à peine regardé. Julien n'a même pas répondu à mon salut. Nous avons dîné en silence, chacun dans son propre monde, et j'ai observé. J'ai retenu chaque détail, chaque geste de mépris, chaque moment d'humiliation, car tout cela me donnait plus de force pour continuer. Les jours suivants furent un jeu d'attente. Monsieur et m'appelait chaque semaine pour me tenir au courant. Il avait demandé les documents au bureau des registres publics. Il examinait tout, préparant la stratégie juridique. Il m'a demandé d'être patiente.
Pendant ce temps, j'ai continué à tout documenter à la maison. Chaque fois que Caroline me traitait mal, chaque commentaire, chaque vexation, j'enregistrais les conversations sur mon téléphone avec prudence, sans qu'il le remarque. Je ne savais pas si ce serait légalement admissible, mais je voulais avoir tout en archive. Un jour, une enveloppe certifiée est arrivée par la poste. Elle provenait du bureau des registres publics. Des documents que l'avocat avait demandés. Je les saisis avant que quiconque ne la voie. Je l'ai cachée dans ma chambre. Cette nuit-là, je l'ai ouverte d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait des copies de tout. L'acte de propriété de la maison avec seulement les noms de Caroline et Julien. Les documents que j'avais signés, renonçant à des droits que je ne savais même pas avoir. Tout était là en noir et blanc, la preuve de ma naïveté, de ma stupidité, de la façon dont il m'avait utilisé. Mais il y avait aussi autre chose. Des incohérences, des dates qui ne correspondaient pas, des signatures qui semblaient différentes. L'avocat avait marqué plusieurs points avec des post-it. Ceci est utile. Nous pouvons utiliser cette possible falsification. J'ai senti une étincelle d'espoir. Peut-être qu'il y avait une chance. Peut-être que je pouvais gagner. 3 semaines de plus passèrent. Monsieur m'a convoqué à son bureau. Quand je suis arrivé, il avait tout préparé sur son bureau. Une pile de papiers organisés, des documents juridiques, le procès prêt. Madame Herrera, nous sommes prêts. Je dépose la plainte demain. Dans 2 ou 3 jours, votre fille et votre gendre seront notifiés. Je veux que vous soyez prête à leur réaction. Ce ne sera pas agréable. Je sais. Je suis prête. Je dois aussi vous prévenir. Il est possible qu'ils essaient de vous intimider, de vous faire pression pour que vous abandonniez la poursuite, de menacer de vous expulser de la maison. Si cela arrive, vous m'appelez immédiatement. Nous avons des options légales pour vous protéger. Je l'ai remercié. J'ai quitté son bureau avec un mélange de peur et de détermination. Dans 2 jours, tout allait exploser. Dans 2 jours, il n'y aurait plus de retour en arrière. J'ai à peine dormi cette nuit-là. J'ai pensé à toutes les possibilités, à toutes les façons dont cela pourrait mal tourner. Mais j'ai aussi pensé à la justice, à récupérer ma dignité, à leur montrer qu'ils ne pouvaient pas simplement me voler et s'en tirer comme ça. L'avocat a déposé la plainte un vendredi. Il a appelé pour confirmer. C'est fait, Madame Herrera. Maintenant, nous attendons. Le week-end fut interminable. Chaque fois que la sonnette sonnait, mon cœur battait à tout rompre, mais rien ne se passait. Caroline et Julien continuaient leur vie normale, inconscients de ce qui allait arriver. Le lundi matin, le facteur est arrivé. Il a sonné. J'ai ouvert la porte. Il tenait 2 enveloppes certifiées. Une pour Caroline Reyes, une pour Julien Reyes. Poursuite pour fraude et nullité de documents. J'ai signé pour eux. J'ai pris les enveloppes. Je les ai regardées un long moment. C'était ça. Le point de non-retour. Je pouvais les cacher, les jeter, prétendre qu'elles n'étaient jamais arrivées, ou je pouvais les laisser là où Caroline les trouverait et faire face aux conséquences. Je les ai laissés sur la table de la salle à manger, bien en vue, là où on ne pouvait pas les manquer, et je suis monté dans ma chambre pour attendre, pour me préparer à la tempête qui allait éclater. Caroline est rentrée du travail à 18h. J'ai entendu la porte s'ouvrir. J'ai entendu ses pas dans l'entrée. Et puis j'ai entendu le silence, ce silence pesant qui précède l'explosion. Maman, descends tout de suite. Sa voix sonnait différemment, tendue, furieuse. Mais il y avait autre chose aussi. De la peur peut-être, ou de la panique. Je me suis levé de mon lit. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai descendu les escaliers. Elle était debout dans le salon, l'enveloppe ouverte dans une main, les papiers du procès dans l'autre. Son visage était rouge, ses yeux flamboyaient de rage. Julien était à côté d'elle, tenant sa propre enveloppe, me regardant avec une haine pure. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bordel, maman? Elle prononçait chaque mot lentement, comme si elle essayait de se contrôler, comme si elle était sur le point de craquer. C'est une poursuite pour fraude, pour avoir volé mon argent et mes droits sur cette maison. Volé? Nous ne t'avons rien volé. Tu nous as donné cet argent. Tu as signé tous les documents. Tout était légal.
Vous m'avez trompé. Vous m'avez fait signer des choses sans me dire ce qu'elles étaient. Vous m'avez promis que cette maison serait aussi la mienne. Et vous m'avez menti. Tu es folle. Tu es complètement folle, vieille femme. Personne ne t'a forcé à faire quoi que ce soit. Tu voulais aider. Et maintenant tu fais ça. J'ai des preuves, Caroline. Messages, conversations, tout. Ou tu prévois de vendre cette maison et de me laisser à la rue, ou tu dis à tes amis que je suis un problème, que tu me retires de l'acte. Son visage a changé. La couleur s'en est retirée un instant. Elle m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la peur, mais elle l'a rapidement dissimulé sous plus de rage. Tu as fouillé mon téléphone. Tu as fouillé mes affaires privées. C'est une violation de la vie privée, maman. C'est un crime. Et voler ta mère ne l'est pas? La tromper. Lui faire signer de faux documents. Lui prendre tout ce qu'elle a. C'est bien selon toi. Julien s'est avancé. Son visage était dur, menaçant. Il s'est tenu très près de moi, essayant de m'intimider de sa taille. Écoute-moi, Éléanore. Tu vas abandonner cette poursuite tout de suite ou tu seras dehors de cette maison aujourd'hui, ce soir, sans rien. Nous verrons où tu vivras alors. Nous verrons qui t'accueillera. Je ne vais nulle part. Cette maison est aussi la mienne. J'y ai mis mon argent, et je vais me battre jusqu'à ce que je le récupère. Ton argent. Cet argent était un cadeau, un coup de main. Personne ne t'a forcé à le donner, et maintenant tu reviens le réclamer comme si nous étions des voleurs. Tu es si ingrate après tout ce que nous avons fait pour toi. Ce que vous avez fait pour moi? Vous me faites payer un loyer dans ma propre maison. Vous m'interdisez de manger la nourriture que j'achète. Vous me traitez comme des ordures. C'est ça que vous avez fait pour moi. Caroline a ri. Un rire amer, sans humour. Tu sais quoi, maman? Fais ce que tu veux. Poursuis-nous en justice. Batte-toi autant que tu veux. Mais je te préviens, tu ne gagneras pas. Nous avons de meilleurs avocats que toi. Nous avons de l'argent. Nous avons du temps. Et à la fin, quand tu auras perdu, tu n'auras plus rien. Pas de maison, pas d'argent, pas de dignité. Je n'ai plus de dignité. Vous deux me l'avez prise. Mais je vais récupérer tout le reste. Même si c'est la dernière chose que je fais. Va dans ta chambre. Je ne veux pas te regarder. Tu me dégoûtes. Ces mots m'ont fait mal, mais je ne l'ai pas montré. J'ai gardé mon visage grave, mon dos droit, et j'ai monté les escaliers sans me retourner. Cette nuit-là, je les ai entendus appeler l'avocat, Maxwell Price. J'ai entendu des fragments de la conversation à travers les murs. Ils avaient peur, étaient inquiets. L'avocat leur disait quelque chose qu'ils n'aimaient pas. J'ai entendu Caroline crier. J'ai entendu Julien jurer. Je suis resté éveillé tard, écoutant, documentant mentalement tout. Ce n'était que le début. Je savais qu'ils essaieraient autre chose, quelque chose de pire, et je devais être prête. Les jours suivants furent tendus. Caroline et Julien me parlaient à peine. Quand ils le faisaient, c'était pour m'insulter. Pour me rappeler que j'étais ingrate, une traître, une mauvaise mère. Mais pendant qu'ils m'attaquaient, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Caroline continuait de poster sur ses réseaux sociaux des photos dans des restaurants chers, dans des spas, dans des magasins de vêtements, souriante, posant, agissant comme si sa vie était parfaite, achetant la paix pour mon âme. Parfois, il faut prendre ses distances avec la négativité pour pouvoir briller. C'était l'un de ses posts avec une photo d'elle buvant du vin dans un endroit chic. 120 likes. Des commentaires de ses amis lui disant à quel point elle était forte, inspirante, courageuse. Et j'ai pensé à l'ironie, à la façon dont la négativité qu'elle mentionnait était moi, sa mère, la femme qui avait tout sacrifié pour elle. Maintenant, j'étais une négativité dont il fallait prendre ses distances. Mais j'ai continué à surveiller. J'ai continué à prendre des captures d'écran de chaque post, de chaque commentaire, de chaque étalage de sa vie de luxe payé avec mon argent. Un soir, alors qu'ils étaient sortis, monsieur a appelé, Madame Herrera, j'ai des nouvelles. L'avocat de votre fille a déposé une réponse à notre plainte. Ils nient tout. Ils disent que vous avez donné l'argent volontairement comme un cadeau. Que vous avez signé tous les documents en connaissance de cause.
Que vous avez maintenant des regrets de donatrice et que vous voulez récupérer ce que vous avez déjà donné. C'est à prévoir. Quelle est la prochaine étape? Maintenant vient la phase de découverte. Les deux parties présentent toutes les preuves que nous avons, documents, témoignages, preuves. Ensuite, le juge décide s'il y a suffisamment de motifs pour aller en procès. Combien de temps cela prend-il? 3 ou 4 mois minimum. Mais Madame Herrera, je dois vous dire quelque chose d'important. L'avocat de votre fille m'a contacté. Ils veulent négocier un accord à l'amiable. Quel genre d'accord? Ils proposent de vous donner 20 000 $. En échange, vous abandonnez la poursuite et signez un document renonçant à tout droit futur sur la propriété. 20 000 sur les 50 que j'avais mis. Pas même la moitié. Exactement. C'est une offre basse. Insultante même. Mais c'est quelque chose. Et cela éviterait des années de litige, de stress, de frais juridiques. Non, je n'accepte pas. Je veux tout ce qui m'est dû ou mes droits sur la maison. Je ne me contenterai pas de moins. Je comprends. Je voulais juste que vous sachiez que l'offre était sur la table. Mais si vous voulez continuer, nous continuerons. Nous nous battrons jusqu'au bout. C'est ce que je veux. Jusqu'au bout. J'ai raccroché, me sentant forte, déterminée. Ils pensaient pouvoir acheter mon silence avec des miettes. Qu'ils pouvaient m'offrir une fraction de ce qu'ils avaient volé, et que j'accepterais avec gratitude. Mais ils avaient tort. Cette nuit-là, au dîner, Caroline a mentionné l'accord avec désinvolture, comme si c'était une conversation normale. Maman, notre avocat a parlé au tien. Nous t'avons offert 20 000 $ pour mettre fin à tout cela. Tu devrais l'accepter. C'est pour le mieux. Je ne l'accepte pas. Je veux ce qui m'est dû. Tu ne nous dois rien, maman. Nous te l'avons déjà dit. Cet argent était un cadeau. Mais nous sommes généreux. Nous t'offrons quelque chose auquel tu n'as même pas droit. Alors pourquoi l'offrez-vous? Si vous êtes si sûr que je n'ai droit à rien. Elle est restée silencieuse. Julien est intervenu. Parce que nous voulons en finir avec ce cirque. Parce que c'est embarrassant. Parce que tu te ridiculises. Prends l'argent et pars. Trouve un endroit où vivre et laisse-nous tranquilles. Je ne pars pas. Et je n'accepte pas moins que ce que je mérite. Caroline a jeté sa fourchette sur son assiette. Le bruit a résonné dans le silence. Tu es impossible. Tu es têtu et égoïste. Tu as toujours été comme ça toute ta vie. Toujours à ne penser qu'à toi. Tu ne t'es jamais soucié de personne d'autre. Ces mots m'ont coupé le souffle. Comment pouvait-elle dire ça? Comment pouvait-elle déformer les choses de cette façon? Moi qui avais sacrifié toute ma vie? Qui avait tout donné? Qui n'avait jamais rien demandé en retour? Et maintenant j'étais égoïste de vouloir récupérer ce qu'il m'avait volé. Je n'ai pas répondu. Je me suis levé de table. J'ai rangé mon assiette et je suis monté dans ma chambre parce que je savais que si je restais, je dirais des choses que je pourrais regretter, des choses qui pourraient être utilisées contre moi. Les semaines suivantes furent la même chose. Ils essayaient de me faire pression, de me faire abandonner la poursuite, menaçant de me jeter dehors, de couper les services, de me rendre la vie impossible. Et pendant ce temps, Caroline postait sur les réseaux sociaux des photos de sa vie parfaite, de la façon dont elle avait appris à fixer des limites, à protéger sa paix, à s'éloigner des personnes toxiques. J'ai appris que je ne dois rien à personne, pas même à la famille. Ma santé mentale passe avant tout. Et si cela signifie couper les ponts, alors les ponts sont coupés. Pas de culpabilité, pas de regret. Ce post a obtenu 200 likes. Ses amis ont commenté à quel point ils étaient fiers d'elle, à quel point elle était forte, à quel point elle était mature. Et je me suis demandé s'ils connaissaient la vérité, s'ils savaient que la personne toxique dont elle parlait était sa mère, la femme qui lui avait donné la vie. Mais j'ai continué. J'ai continué à recueillir des preuves. J'ai continué à travailler avec mon avocat. J'ai continué à me préparer à ce qui allait arriver parce que je savais que ce n'était pas fini, que le pire était à venir. Et j'avais raison. 3 mois après le dépôt de la plainte, la date de la première audience est arrivée. Monsieur et m'avait préparé à ce moment. Il m'avait expliqué à quoi m'attendre, comment me comporter, quoi dire et quoi ne pas dire.
Mais rien ne pouvait vraiment me préparer à ce que l'on ressentait en voyant ma propre fille assise de l'autre côté de la salle d'audience. Je suis arrivé tôt. J'ai porté mes meilleurs vêtements, un costume simple que j'avais acheté il y a des années pour les funérailles d'Arthur. J'ai peigné mes cheveux avec soin. Je voulais avoir l'air respectable, digne, comme quelqu'un qui dit la vérité. Caroline est arrivée avec Julian et leur avocat, Maxwell Price. Elle portait une robe chère, des chaussures de créateur, un maquillage parfait. Elle avait l'air réussie, professionnelle, comme la victime d'une mère problématique. Exactement l'image qu'elle voulait projeter. Elle ne m'a pas regardé en entrant. Notons. Elle a agi comme si j'étais invisible, comme si je n'existais pas, et cela m'a fait plus mal que n'importe quelle insulte. Le juge est entré. Nous nous sommes tous levés. C'était un homme âgé d'une 60aine d'années. Avec un visage sérieux et d'épaisses lunettes, il s'est assis et a commencé à examiner les dossiers de l'affaire. Bien, nous sommes ici pour une action en justice concernant la fraude et la nullité de documents. Madame Eleanor Herrera contre sa fille Caroline Reyes et son gendre Julian Reyes. Maître Eleanor, présentez votre cas. Mon avocat s'est levé. Il a parlé d'une voix claire et ferme. Il a expliqué comment j'avais vendu ma maison, comment j'avais donné 50 000 $ pour l'achat de la nouvelle propriété, comment ils avaient promis de m'inclure sur l'acte de propriété, comment ils m'avaient fait signer des documents sans m'expliquer correctement ce qu'ils étaient. Comment j'avais découvert qu'ils prévoyaient de vendre la maison sans que je le sache. Il a présenté les preuves, les messages que j'avais pris du téléphone de Caroline, les documents avec des incohérences, les reçus de transfert, tout organisé, tout clair, tout accablant. Le juge a examiné chaque document avec soin. Il a pris des notes. Il a posé des questions. Maître a répondu avec précision, avec confiance. Je commençais à me sentir pleine d'espoir. Puis ce fut le tour de Maître Price. Il s'est levé avec un sourire confiant, avec des mouvements calculés, comme s'il savait déjà qu'il allait gagner. Votre honneur, cette affaire est simple. Madame Herrera a décidé d'aider sa fille à acheter une maison. Elle l'a fait volontairement. Personne ne l'a forcé. Elle a signé tous les documents nécessaires en pleine connaissance de ce qu'elle faisait. Maintenant, elle a des regrets d'acheteur, ou plutôt des regrets de donatrice, et veut récupérer ce qu'elle a déjà donné. Ce n'est pas de la fraude, c'est du regret. Il a présenté des documents signés par moi, des papiers où j'avais soi-disant renoncé à mes droits sur la propriété. Ma signature était là, claire, indéniable. J'ai eu le vertige en la voyant parce que je ne me souvenais pas d'avoir signé cela. De plus, votre honneur, Madame Herrera a vécu dans la propriété sans loyer pendant 2 ans. Elle a joui de tous les avantages de vivre dans une maison de 500 000 $ sans contribuer aux dépenses. Et maintenant, elle a l'audace de poursuivre ses propres bienfaiteurs. Bienfaiteur. Ce mot me brûlait comme s'il m'avait fait une faveur. Comme si j'étais une mendiante. Reconnaissante pour les miettes qu'il me donnait. Le juge a levé la main pour le faire taire. Maître Price, je regarde des messages textes où votre cliente indique clairement qu'elle retire sa mère de l'acte de propriété par la tromperie. Qu'elle prévoit de vendre la propriété à son insu. Comment expliquez-vous cela? Price n'a même pas scié. Conversation privée, votre honneur, obtenue illégalement. Madame Herrera a violé la vie privée de ma cliente en fouillant son téléphone sans permission. Ces messages ne devraient pas être recevables comme preuve. Ils ont été obtenus par une mère concernée qui soupçonnait d'être fraudée, a interjecté Maître. Il n'y a pas eu de piratage, pas de vol. Elle a simplement regardé un téléphone laissé dans sa propre maison et elle a trouvé la preuve d'un crime. Le juge a continué à examiner les documents. Il a posé d'autres questions aux deux parties. J'ai répondu quand ce fut mon tour de parler. Ma voix était tremblante mais claire. J'ai raconté mon histoire, comment j'avais fait confiance à ma fille, comment il m'avait trompé, comment j'avais découvert la vérité. Caroline a également parlé, les larmes aux yeux, d'une voix brisée. Elle a joué le rôle de la fille blessée, la victime d'une mère manipulatrice qui essayait maintenant de l'extorquer. Ma mère a toujours été comme ça, votre honneur. Toujours à contrôler, toujours à vouloir avoir le pouvoir sur ma vie. Nous lui avons offert un foyer. Nous lui avons tout donné. Et maintenant, elle nous rembourse avec cette poursuite, avec ces accusations horribles. Cela me fait mal. Cela me fait tellement mal que ma propre mère puisse penser que je suis capable de la voler.
Sa performance était parfaite. Elle a pleuré au bon moment. Sa voix a tremblé quand il fallait. Elle a regardé le juge avec des yeux suppliants. Et j'ai vu comment il la regardait, comment son expression s'est un peu adoucie. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que la vérité ne gagne pas toujours. Que parfois, la personne qui joue le mieux, qui ment le mieux, qui a le meilleur avocat, c'est elle qui gagne. L'audience a duré 3 heures. À la fin, le juge a dit qu'il avait besoin de temps pour examiner toutes les preuves, qu'il rendrait son jugement dans 2 semaines, et que les 2 parties devaient attendre sa décision. Nous avons quitté le tribunal en silence. Caroline et Julien sont partis dans leur nouvelle voiture, un véhicule de luxe qui coûtait plus de 50 000 $, acheté après que je leur ai donné mon argent. Je suis parti en bus comme toujours. Monsieur m'a accompagné jusqu'à l'arrêt. Comment pensez-vous que ça s'est passé? Ça s'est bien passé, Madame Herrera. Ça s'est bien passé. Nous avons de bonnes preuves. Le juge a vu les incohérences. Il a vu les messages. Je pense que nous avons une chance, mais il n'était pas sûr. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Dans la façon dont il évitait de me regarder directement dans les yeux. Il y avait du doute, et ce doute me terrifiait. Les 2 semaines suivantes furent les plus longues de ma vie. À la maison, l'atmosphère était insupportable. Caroline ne me parlait pas du tout. Julien me regardait avec une haine pure. Je mangeais dans ma chambre. Je restais enfermé la plupart du temps. Un fantôme dans ma propre maison, mais je continuais à documenter. Je continuais à recueillir des preuves, juste au cas où j'aurais besoin de faire appel, au cas où je devrais continuer à me battre. Puis le jour est venu. Monsieur m'a appelé tôt le matin. Madame Herrera, le juge a rendu son jugement. Mon cœur s'est arrêté. J'ai attendu. Les secondes semblaient des heures. Nous avons gagné la première partie. Le juge a estimé qu'il y avait suffisamment de preuves de fraude. Il a ordonné une enquête plus approfondie. Et le meilleur, il a ordonné le gel de toute tentative de vente de la propriété jusqu'à ce que l'affaire soit entièrement résolue. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais gagné quelque chose. Pas tout, mais quelque chose. Le juge m'avait cru. Il avait vu la vérité. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que votre fille ne peut pas vendre la maison. Elle ne peut faire aucun mouvement avec la propriété sans l'approbation du tribunal. Et cela signifie que nous allons à un procès complet. C'est là que nous nous battrons pour l'annulation des documents et le remboursement de votre argent. C'était une petite victoire, mais c'était une victoire. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. Quand Caroline a reçu la notification cet après-midi-là, sa réaction a été explosive. J'ai entendu des cris depuis ma chambre, des choses qui se cassaient, des jurons, Julien essayant de la calmer. Elle était hors de contrôle. Je suis descendu. J'avais besoin de voir son visage. J'avais besoin de voir le moment où elle réalisait qu'elle n'allait pas s'en tirer si facilement. Elle était dans le salon, des papiers éparpillés partout, le visage rouge, les poings serrés. C'est de ta faute. C'est entièrement de ta faute. Maintenant, nous ne pouvons plus vendre. Nous ne pouvons rien faire avec cette maison à cause de toi. C'est ma maison aussi. J'y ai mis mon argent. Et je ne vais pas te laisser la vendre sans récupérer ce qui m'appartient. Je te déteste. Je te déteste tellement. J'aurais aimé que tu ne viennes jamais vivre ici. J'aurais aimé que tu restes dans ton ancienne maison et que tu nous laisses en paix. J'étais dans ma maison. Tu m'as convaincu de la vendre. Tu m'as demandé l'argent. Tu m'as promis que ce serait aussi ma maison. Et tu m'as menti. Alors, n'ose pas me dire que c'est ma faute. Sors. Sors maintenant. Je ne veux pas de toi ici. Je ne pars pas. Le juge a ordonné que vous ne puissiez pas toucher à cette propriété. Cela inclut de me jeter dehors. Alors, je reste. Et je vais rester jusqu'à ce que cela soit résolu. J'ai monté les escaliers avant qu'elle ne puisse répondre. Je suis entré dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis permis de sourire. J'avais porté le premier coup réel. J'avais montré que je n'allais pas abandonner, que je n'allais pas les laisser me marcher dessus.
Et même s'il restait encore un long chemin à parcourir, même si le combat ne faisait que commencer, j'avais gagné cette bataille. Et c'était suffisant pour l'instant. Assez pour continuer. Assez pour continuer à me battre. Assez pour croire que peut-être, juste peut-être, la justice existait. Je me suis assise sur mon lit. J'ai sorti mon téléphone. Et j'ai envoyé un message à Monsieur Hay. Merci de m'avoir cru, de vous être battu pour moi, de ne pas avoir abandonné. Sa réponse est venue rapidement. N'abandonnez pas, Madame Herrera. Nous ne faisons que commencer et nous allons gagner. Et je l'ai cru parce que je n'avais pas d'autre choix, parce que j'étais allé trop loin pour faire marche arrière, parce que ma dignité, mon avenir, ma vie, tout dépendait de cela. Et je n'allais pas échouer. Pas maintenant. Pas après tout ce qui s'était passé. Pas après avoir trouvé la force que je ne savais pas avoir. C'était mon combat et j'allais le gagner. Quoi qu'il en coûte. Les mois suivants furent une guerre silencieuse. Caroline et Julien ne pouvaient pas me chasser à cause de l'ordonnance du juge. Ils ne pouvaient pas vendre la maison. Ils étaient piégés avec moi, autant que j'étais piégé avec eux. Et cela les rendait fous. Ils ont commencé par de petites tactiques mesquines, comme ne pas acheter les choses que j'utilisais, mon café préféré, ma marque de pain. Ils ont dit que si je voulais ces choses, je devais les payer moi-même. Et je l'ai fait sans me plaindre, sans leur donner la satisfaction de me voir contrarié. Ils ont coupé Internet dans ma chambre. Ils ont dit que c'était pour économiser de l'argent, mais le leur fonctionnait parfaitement. Je suis allé à la bibliothèque publique pour utiliser les ordinateurs quand j'en avais besoin. Je me suis adapté. Ils ont changé les serrures de certaines zones de la maison, le sous-sol, le garage, le bureau, comme pour marquer leur territoire, comme pour me dire, tu n'as pas ta place ici. Et je les ai laissés faire parce que ces petites batailles n'avaient pas d'importance. La grande guerre n'était pas encore terminée. Mais pendant qu'ils jouaient à ces jeux d'enfants, je continuais à recueillir des preuves, à tout documenter. Chaque acte d'hostilité, chaque tentative de me rendre la vie impossible, tout était enregistré, tout était utile. Monsieur Hay a travaillé sur le dossier. Il a déposé plus de documents, plus de preuves. Il a obtenu des témoignages de voisins confirmant que j'y vivais, que j'entretenais la maison, que j'avais mis de l'argent dans la propriété. 6 mois après la première audience, la date du procès complet est arrivée. Cette fois, ce serait définitif. Le juge déciderait si les documents que j'avais signés étaient valides ou si j'avais été victime de fraude. Il déciderait si je récupérais mon argent ou si je perdais tout. Je n'ai pas pu dormir la nuit précédente. Je suis resté allongé à regarder le plafond, pensant à toutes les possibilités. Que ferais-je si je gagnais? Que ferais-je si je perdais? Comment ma vie en était-elle arrivée là? Le jour du procès s'est levé gris, couvert, comme si le ciel lui-même savait ce qui était en jeu. Je me suis habillé avec soin. Le même costume que j'avais porté à la première audience. Mes mains tremblaient en le boutonnant. La salle d'audience était plus remplie cette fois. Il y avait plus de monde, plus de témoins. L'affaire avait attiré l'attention. Une mère qui poursuit sa fille. Une histoire de trahison familiale. Le genre de choses que les gens trouvent morbidement fascinant. Caroline est arrivée avec une équipe complète, son avocat, Maître Price, 2 assistants juridiques, Julien et ses parents, tous impeccablement vêtus, tous projetant succès, pouvoir, argent, essayant d'intimider par leur présence. Je suis arrivé seul avec Monsieur Hay. Mais je ne me suis pas senti petite. Pas cette fois, parce que je savais que j'avais la vérité de mon côté, et cela valait plus que tout leur argent. Le procès a duré 2 jours complets. Chaque partie a présenté ses arguments, ses témoins, ses preuves. Maître Price a fait venir des experts qui ont analysé ma signature, qui ont dit qu'elle était authentique sur tous les documents que j'avais signés en connaissance de cause. Mais Monsieur Hay a fait venir ses propres experts, des experts en écriture qui ont trouvé des incohérences, de petites différences dans certaines signatures, une pression différente dans les traits, des angles légèrement différents, suffisamment pour créer un doute raisonnable. J'ai pris la barre. J'ai raconté toute mon histoire d'une voix ferme, sans pleurer, sans être dramatique. Juste la vérité simple et douloureuse. Comment j'avais fait confiance à ma fille. Comment ils avaient promis de m'inclure dans la propriété. Comment j'avais découvert qu'ils avaient menti. Maître Price m'a contre-interrogé durement,
essayant de me faire passer pour une menteuse, pour une mère manipulatrice en quête d'argent. Il m'a demandé pourquoi je n'avais pas lu les documents avant de signer. Pourquoi j'avais tant fait confiance? Pourquoi je le regrettais maintenant? Je ne regrette pas d'avoir fait confiance. Je regrette d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Une mère ne devrait pas avoir à lire les petites lignes quand sa fille demande de l'aide. Une mère devrait pouvoir faire confiance à sa propre fille pour qu'elle ne la vole pas. Ma réponse a flotté dans le silence de la pièce. J'ai vu quelques membres du jury hocher légèrement la tête. J'ai vu le juge prendre note de mes mots. Puis ce fut le tour de Caroline. Elle a pris la barre dans sa robe chère, son maquillage parfait, sa performance répétée. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle m'aimait, qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal, que tout n'était qu'un malentendu. Je voulais juste aider ma mère, votre honneur, lui offrir un foyer, mais elle est très autoritaire. Elle veut avoir le pouvoir sur tout. Elle a signé ses documents librement, et maintenant que les choses ne se sont pas passées comme elle le voulait, elle nous punit avec cette poursuite. Sa voix s'est brisée aux bons endroits. Ses larmes sont tombées quand il le fallait. C'était une performance magistrale. Et j'ai vu comment certains dans la salle étaient émus, comment ils la regardaient avec sympathie. Mais alors monsieur a fait quelque chose de brillant. Il a projeté les messages que Caroline avait envoyés sur un grand écran. Les conversations où elle prévoyait de me retirer de l'acte de propriété, où elle me traitait de problème, où elle se vantait de la facilité avec laquelle elle m'avait trompé. Mademoiselle Reyes, pouvez-vous expliquer ces messages? Celui-ci dit, et je cite, « Ma mère est si naïve. Elle signe tout ce que je lui mets sous le nez. » Ce sont vos mots, n'est-ce pas? Le visage de Caroline a changé, la couleur s'en est retirée. Elle a cherché l'aide de son avocat. Mais Maître Price n'a pu qu'objecter, disant que les messages avaient été obtenus illégalement. Le juge avait déjà admis les preuves. Il était trop tard pour l'arrêter. J'étais en colère. J'étais frustré. Je ne le pensais pas littéralement, mais vous l'avez écrit. Vous l'avez pensé. Et plus important encore, vous l'avez exécuté. Vous avez mené à bien un plan pour frauder votre propre mère. Ce n'était pas une fraude. C'était un cadeau qu'elle veut maintenant récupérer. Un cadeau que vous avez prévu de sécuriser par la tromperie. Un cadeau que vous avez prévu de retirer à votre mère à son insu afin de vendre la propriété. Cela, mademoiselle Reyes, n'est pas un cadeau. C'est un vol. Caroline ne savait pas quoi dire. Elle est restée assise là, regardant son avocat, cherchant les bons mots. Mais elle ne les a pas trouvés parce qu'il n'y avait pas de mots pour expliquer ce qu'elle avait fait. Le procès a continué. Plus de témoins, plus de documents, plus d'arguments des deux parties. Mais je savais que le moment crucial était passé. Quand Caroline n'a pas pu expliquer ses messages, quand elle a été exposée devant tout le monde, le juge a prononcé une suspension pour délibérer. 3 heures qui ont semblé 3 ans. J'ai attendu sur un banc à l'extérieur de la salle d'audience. Monsieur a essayé de me calmer, de me donner de l'espoir, mais j'étais au-delà de l'espoir. J'étais dans un état d'acceptation, prête à tout ce qui viendrait. Finalement, ils nous ont rappelés. Nous avons tous pris nos places. Le juge est entré. Son expression était sérieuse, illisible. J'ai examiné toutes les preuves présentées par les deux parties. J'ai entendu les témoignages. J'ai analysé les documents. Et j'ai abouti à une conclusion. Le silence dans la pièce était absolu. Personne ne respirait. Personne ne bougeait. Je constate qu'il existe des preuves suffisantes de fraude. Que Madame Eleanor Herrera a été trompée par de fausses promesses en remettant son argent, qu'elle a signé des documents sans une pleine compréhension de leurs implications. Et qu'il y avait une intention délibérée de l'exclure de ses droits sur la propriété qu'elle a aidé à acheter. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Monsieur m'a serré la main. Par conséquent, j'ordonne ce qui suit. Les documents signés par Madame Herrera renonçant à ses droits sont nuls et non avenus. Madame Herrera a droit à un droit de 50% sur la propriété ou, à défaut, à un remboursement intégral des $50 000 qu'elle a contribué, plus les intérêts courus, ce qui représente $15 000 supplémentaires, pour un total de $65 000. J'avais gagné. Après des mois de lutte, d'humiliation, de doute, j'avais gagné. La justice existait après tout. De plus,
j'ordonne à mademoiselle Caroline Reyes et à monsieur Julien Reyes de payer les frais de justice de madame Eleanor Herrera, et j'impose une amende de $10 000 pour fraude intentionnelle contre un membre de la famille vulnérable. J'ai entendu un souffle étouffé derrière moi. C'était Caroline. Son visage avait perdu toute couleur. Julien la tenait par le bras. Ils avaient tous les deux l'air détruits. Les parties ont 30 jours pour se conformer à cette ordonnance ou nous procéderons à la saisie de vos biens. Affaire classée. Le coup de marteau a résonné comme le tonnerre. Et avec ce son, tout était fini. J'avais gagné. J'avais retrouvé ma dignité, mon argent, ma vie. Je suis sorti du tribunal la tête haute. Monsieur et me félicitait, me serrait dans ses bras, célébrant la victoire. Mais je me sentais étrangement vide parce que oui, j'avais gagné de l'argent. J'avais gagné la justice. Mais j'avais perdu ma fille. Et cette perte faisait plus mal que tout l'argent du monde. Les 30 jours que le juge leur avait accordés pour payer se sont déroulés dans une tension insupportable. Caroline et Julien ont dû contracter un prêt, vendre leur nouvelle voiture, vider leur compte d'épargne. Au total, les $75 000, 65 000 pour moi et 10 000 pour l'amende de l'État. J'ai continué à vivre dans la maison pendant cette période. Mais c'était différent maintenant. Maintenant, j'avais le pouvoir. Maintenant, il devait me traiter avec prudence parce que le juge avait clairement indiqué que tout acte d'hostilité pourrait entraîner de nouvelles sanctions. Nous ne parlions pas. Nous nous croisions dans les couloirs comme des fantômes, chacun dans son propre monde, attendant que ce cauchemar se termine. Bien que pour chacun de nous, le cauchemar signifiait quelque chose de différent. Le jour où j'ai reçu le chèque fut étrange. Il n'y eut aucune cérémonie, aucun mot. Maître Price est venu personnellement. Il m'a remis le chèque. $75 000, plus que ce que j'avais perdu. Je l'ai pris d'une main qui ne tremblait plus, qui ne doutait plus. Merci, Maître Price. Il a juste hoché la tête. Il avait l'air fatigué, vaincu, comme si cette bataille lui avait coûté plus que du temps et des efforts. Quand il est parti, j'ai regardé le chèque pendant longtemps. Ce morceau de papier représentait ma victoire, ma justice, mais il représentait aussi la fin définitive de ma relation avec ma fille parce qu'après cela, il n'y avait pas de retour en arrière. Il n'y avait aucun moyen de réparer ce qui avait été brisé. Cet après-midi-là, j'ai appelé un agent immobilier. Je lui ai demandé de m'aider à trouver un petit endroit, un appartement d'une chambre, quelque chose de simple, quelque chose à moi, quelque chose que personne ne pourrait me prendre. En 2 semaines, j'ai trouvé l'endroit parfait. Un appartement dans un immeuble ancien mais bien entretenu. Il avait une petite cuisine, une salle de bain complète, un salon avec une grande fenêtre qui laissait entrer le soleil du dimanche, et un minuscule balcon qui pouvait contenir 2 pots de fleurs. Il coûtait $250 000. Je l'ai acheté comptant, sans hypothèque, sans dette, entièrement à moi, en mon nom, avec un acte de propriété que j'ai examiné ligne par ligne avec mon propre avocat avant de signer. Le jour du déménagement, j'ai embauché 2 hommes pour m'aider. Je n'avais pas grand-chose. Mes vêtements, mes livres, mes photos, la boîte de documents importants, les plantes du balcon que j'avais soignées pendant des années, la tasse en céramique qu'Arthur m'avait donnée. C'était tout. Caroline n'est pas sortie de sa chambre quand je suis parti. Il n'y a eu ni adieu, ni dernière étreinte, ni mot de réconciliation, juste le silence, un silence lourd qui en disait plus que 1000 mots. Julien était dans le salon quand j'ai descendu ma dernière boîte. Il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du regret. Ou peut-être était-ce juste le soulagement que je parte enfin. Eleanor, je suis désolé pour tout. Ce furent les seuls mots qu'il m'avait adressés depuis des mois. Je n'ai pas répondu parce que pouvais-je dire? Que je lui pardonnais? Que tout allait bien. Quand rien n'allait bien, quand rien n'irait plus jamais bien, j'ai juste hoché la tête et j'ai franchi cette porte pour la dernière fois. Mon nouvel appartement était petit, calme, vide, mais c'était le mien. J'ai passé la première nuit assise par terre. Pas encore de meubles. Avec une tasse de thé chaud à la main, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu. Pour la fille que je pensais avoir, pour la famille qui n'avait jamais vraiment existé, pour les années perdues à croire à des promesses vides. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, jusqu'à ce que la douleur devienne quelque chose de plus gérable,
quelque chose avec quoi je pouvais vivre. Les mois suivants ont été consacrés à la reconstruction. J'ai acheté des meubles simples, un lit, une petite table, 2 chaises, un fauteuil confortable pour lire. Rien de cher, rien de tape à accent grave-l'œil, juste ce qui était nécessaire pour vivre dignement. J'ai utilisé une partie de l'argent restant pour suivre un cours de pâtisserie, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. J'ai appris à faire des gâteaux, des biscuits, du pain artisanal, et j'ai découvert que j'avais un talent pour ça. J'ai commencé à vendre mes produits à des voisins, à de petites boutiques du quartier. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais c'était le mien. Gagner avec mes propres efforts, sans dépendre de personne, sans devoir de faveur à personne. Un après-midi, alors que j'arrosais mes plantes sur le balcon, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. Maman. La voix de Caroline m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Je ne lui avais pas parlé depuis 8 mois. Pas depuis le jour où j'avais quitté sa maison. Bonjour, Caroline. Silence à l'autre bout. Une respiration lourde comme si elle cherchait les bons mots. Je voulais juste que tu saches que Julien et moi divorçons. Il me blâme pour tout ce qui s'est passé, pour la perte d'argent, pour l'embarras, pour tout. Et je suis toute seule, maman. Tout le monde m'a tourné le dos. Sa voix s'est brisée. Elle a commencé à pleurer. Et une partie de moi, cette partie qui sera toujours sa mère, a voulu la réconforter. A voulu lui dire que tout irait bien. Que je lui pardonnais, que nous pourrions recommencer. Mais une autre partie de moi, la partie qui avait été trahie, volée et humiliée, cette partie est restée ferme. Je suis désolé pour ce que tu traverses, Caroline. Je le suis vraiment. Mais je ne peux pas être ton soutien en ce moment. Pas après tout ça. Mais tu es ma mère. Tu es tout ce que j'ai. Et tu étais ma fille. Tu étais tout ce que j'avais. Et tu m'as volé. Tu m'as trahi. Tu m'as fait sentir que je ne valais rien. Alors non, je ne peux pas être ce dont tu as besoin en ce moment. Peut-être un jour, mais pas maintenant.